Alors du coup, encore une fois, merci à tous d'être présents. Aujourd'hui, pour cette séance, on va vous présenter une problématique, je dirais, et comment on arrive à résoudre cette problématique, qui est en fait aujourd'hui comment on arrive à travailler entre le offline et le online. Quelle est la part de l'infrastructure, quelle est la part du logiciel, quelle est la part de la relation client dans tout cet ensemble-là. Et pour cette présentation-là, je serai accompagné de Monsieur Gomez Jean-François, qui sera là au nom de la société Microsoft, qui va vous parler aussi de toutes les belles innovations qu'ils ont pu mettre en place. Et ensuite, je reprendrai la parole sur la partie logiciel Maxing, de voir comment Maxing plus Microsoft, on arrive à adresser ces problématiques concernant le online et le offline. Merci Dany. Bonjour à tous. Rebonjour pour ceux qui étaient tout à l'heure dans la session. Donc ça va s'inscrire bien sûr dans le prolongement de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc je suis Jean-François Gomez. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux. Je publie pas mal. Je suis de Microsoft et mon rôle c'est de réfléchir avec vous, de partager avec vous sur la transformation qui est en cours. Quand je dis transformation, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est une vraie révolution qui est en train d'arriver sur le retail. Merci Dany de faire l'introduction parce qu'on va poser le problème. Le premier point c'est quelle est votre adresse? Quand on pose cette question à quelqu'un, on va avoir différents types de réponses. Une adresse postale, une adresse digitale, une adresse professionnelle, une adresse familiale, une adresse personnelle. Vous voyez la révolution là, qui est devant nous? C'est-à-dire qu'en gros, la manière dont la personne vous répond, elle vous positionne dans un certain degré de proximité. En d'autres termes, l'adresse qu'elle va vous donner va correspondre au type d'échange qu'elle veut avoir avec vous. Ben ça, c'est juste une révolution. Je ne sais pas qui aujourd'hui travaille ce sujet-là, mais c'est clé. Et donc, c'est qu'en fait, et là on va utiliser des mots un petit peu savants, mais ceux qui veulent rentrer dans le détail, je les invite à chercher sur YouTube Michel Serres, USI 2010-2012, où il explique ça. C'est-à-dire que notre société s'est développée sur un espace euclidien, c'est-à-dire on avait l'habitude de travailler en adresse physique. Quelle est votre adresse postale? Et aujourd'hui, les 3 premières révolutions industrielles se sont développées sur un modèle où on envoie de plus en plus de colis par rapport à des enjeux physiques. Eh bien aujourd'hui, on est en train de rentrer dans un univers topologique. C'est-à-dire ce qui nous rapproche, ce n'est pas les distances physiques, ce qui nous rapproche, c'est le type de proximité qu'on va avoir ensemble, c'est-à-dire le point d'intérêt commun. Topos, c'est les lieux. Donc en fait, c'est le fait que si on partage quelque chose, on va être très proche. Avec le digital, on se touche. Donc on peut être avec quelqu'un à l'autre bout du monde, mais si on partage la passion des timbres sur les souris, on va être très proche. Et donc, un des enjeux aujourd'hui, c'est que l'unité de distance, c'est plus uniquement l'unité physique, c'est l'unité de proximité. En quoi un client est proche de votre marque? Et donc, il va venir par le physique ou par le digital. Mais aujourd'hui, pour exister dans cet environnement topologique, il faut être proche de ses interlocuteurs, clients ou fournisseurs. Vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, hein, j'ai présenté le fait qu'on passait d'une économie linéaire, planifiée, statique, avec des consommateurs homogènes et passifs, pour faire très court, à une économie en fait en graphe qui se recompose en permanence. Eh bien, pour exister dans ce monde-là, comment faire en sorte qu'un consommateur qui autrefois était votre cible, aujourd'hui, viennent s'insérer et vous mettre dans sa chaîne de valeur, qui vous intègre à son mode de distribution, qui vous intègre en tant que fournisseur, etc. Aujourd'hui, ce consommateur, lui, il a intégré qu'il est dans un monde topologique. Parce que certains vont venir avec leur smartphone et se faire livrer dans une demi-heure. Il y en a qui vont intégrer le fait que je vais commander sur Internet et je vais être livré tous les lundis. D'autres qui vont intégrer que le magasin, il est à 200 mètres et je vais aller le chercher. Donc, le consommateur vit dans ce monde topologique. Le consommateur crée la proximité avec les différentes enseignes ou acteurs économiques par cette notion de proximité. On va tous chez l'acteur qui nous semble le plus intéressant. Donc le consommateur, il a fait ce chemin vers le monde topologique. Donc c'est aux marques aujourd'hui d'aller sur ce monde topologique. Et donc, je reviens sur le slide que j'ai présenté déjà tout à l'heure, c'est que dans ce monde-là, pour exister, chaque acteur, et le consommateur est un acteur d'ailleurs, est une plateforme, il faut être clair sur son marché. Est-ce qu'on est sur l'alimentaire, le bricolage, ce qu'on veut? Il faut être clair sur son modèle économique. Il y a 4 modèles économiques, pas plus. Distribution, commerce, médias et fabrication. Tout le monde doit tout faire, mais quand on va dans une enseigne, on y va soit pour la distribution parce qu'on sait ce qu'on veut, on veut que ça aille vite, soit on y va pour du commerce parce qu'on cherche une solution à un problème,
Dans la distribution, on trouvera des vendeurs qui nous tournent le dos parce qu'ils font de la mise en rayon. Dans le commerce, on trouvera des vendeurs qui sont face à vous parce qu'ils vous attendent pour répondre à vos problèmes. Et puis bien sûr, les fabricants, ceux où on va parce qu'on connaît la gamme de produits qu'ils ont, ils distribuent 90-100% de leurs produits. Et là, les vendeurs, quelque part, on est quasiment dans un showroom de la marque, en fait, etc. Donc, on a des modèles économiques. Et aujourd'hui, un consommateur, pour pouvoir créer de la proximité, pour créer de la confiance, eh bien, il doit comprendre parfaitement cet acteur économique, quelle est sa mission, est-ce que ça correspond à mes valeurs, et en quoi il me sera utile, quelle est l'utilité. Aujourd'hui, on n'existe plus si on n'a pas ça. Mais c'est vrai également d'un point de vue personnel. Vos amis, etc., vous les connaissez par leurs caractéristiques et vous allez vers l'un ou vers l'autre en fonction. Ça, c'est l'enjeu de la proximité. Pour le plus grand, et donc le gros challenge des marques, ce n'est pas tout ce qu'elles peuvent faire, mais c'est quels sont les invariants. C'est vrai pour chacun. Pour exister dans un monde qui se recombine en permanence, sous les différentes crises, on n'existe que si on a des invariants solides. Si quelqu'un est la girouette et tous les ans au schéma directeur, il nous présente une nouvelle stratégie, on ne sait pas qui c'est en fait. Donc aujourd'hui, plus que jamais, les entreprises doivent travailler leurs invariants à la mission. Et ça permet de répondre à la promesse. La première attente du consommateur, c'est trouver ce qu'il a compris qu'il allait trouver. L'étude Altavia. Ce n'est pas d'être surpris, etc. Non, c'est je vais là et je veux avoir tel type d'expérience. Si je vais dans la distribution et j'ai un vendeur qui vient à ma rencontre pour m'aider, pour me poser des questions, ça va m'embêter. Je veux juste aller vite. Et bien sûr, il faut que l'exécution soit parfaite et que les interfaces soient comment dirais-je, facile à intégrer dans mon type de vie. Soit physiquement, j'ai l'habitude de scanner, j'ai l'habitude de faire mon badge, ou je peux aller en ligne, et on le verra tout à fait, Maxime, et un des enjeux, c'est de proposer justement aux enseignes, de proposer des interfaces qui permettent de créer cette proximité de manière efficace. Et donc, j'en finirai là, c'est que dans ce monde économique, dans un monde hyper fragmenté, essayer de vendre, ça coûte beaucoup trop cher. Aujourd'hui, il y a encore la pensée commune qui est de dire il faut connaître son client à 360 degrés, il faut aller chercher le client, il faut aller chercher le client. Non, 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 non. Là, on peut s'épuiser parce que le monde, il est fragmenté, tout le monde est différent, le client, il change du matin au soir, etc. Aujourd'hui, un des enjeux majeurs, c'est de faire en sorte que le client vienne à votre rencontre. Et donc, le dernier mètre dans un monde fragmenté, il est hyper coûteux parce qu'il faut le spécifier pour chacun. En revanche, pour le consommateur, lui, ça sera son premier mètre, ça sera le plus facile. Et pourquoi il ferait ce premier pas vers vous? C'est parce qu'il a compris votre valeur, il a compris votre mission et votre utilité. Donc on voit bien qu'on est dans une bascule d'un monde où on achetait du client à tout prix et on avait de l'engagement contraint, à un modèle où aujourd'hui, il faut être clair sur qui l'on est pour exister dans cette profusion d'offres. Et à ce moment-là, le consommateur va créer un pas vers vous. Vous allez proposer un cas, et donc on va le voir, on va pouvoir créer, et ça c'est la force de Maxing, un engagement qui sera symétrique, quel que soit le canal choisi, dans cet univers qui est aujourd'hui topologique. Donc je te laisse la main pour nous montrer justement comment on transforme ce nouveau défi, qui est d'avoir des relations, on va dire, symétriques, ou en tous les cas, où chacun y trouve un bénéfice, et ce, quel que soit le chemin choisi, quel que soit l'environnement topologique dans lequel on s'exécute. Merci beaucoup. Ça, tu peux le garder, je pense qu'il ne marche pas. En tout cas, merci pour cette introduction. Et quand même, il y a quelques points qui sont clés dans les messages que vous a fait passer Jean-François. C'est que typiquement, on peut s'épuiser, quand on est une équipe marketing, on peut s'épuiser à essayer de trouver quels sont les meilleurs parcours ou quel est le parcours d'achat ou de consommation que va avoir notre client. Mais la réalité est qu'on est souvent à côté de la plaque. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde fragmenté et l'important, quand on est une marque, c'est d'être présent sur l'ensemble des points de contact, je dirais, où votre consommateur se trouve. Et c'est lui qui viendra vers vous. C'est lui qui va choisir quelle est la meilleure façon d'interagir avec lui. C'est lui qui devient acteur finalement de son programme de fidélité, de sa relation, je dirais, dans sa marque. Et encore une fois, c'est bien dans ce schéma-là que Maxing va venir s'inscrire. C'est que pour nous, l'important, c'est la relation, c'est l'interaction que va avoir le client avec la marque en fonction du canal, de l'heure, du jour où il va commencer à travailler avec vous ou à discuter avec vous. Donc cette capacité à à remettre ce client au centre de nos attentions et surtout de lui paver plusieurs routes et de le laisser choisir sa proximité topologique, pour reprendre les termes de Jean-François, c'est ça, c'est clairement ici.
Typiquement, encore une fois, on a parlé aussi, on a annoncé le mot promesse. Ça aussi, c'est clé, puisque finalement, la relation, c'est une relation de confiance qu'on va construire avec notre client. Ce n'est pas le tout d'être présent sur l'ensemble de ces canaux. Il faut garder une certaine synchronisation, une certaine harmonie, ce que j'appelle l'expérience sans couture pour le client. In fine, le consommateur, ce qui l'intéresse, ce n'est pas forcément le canal que je vais expérimenter, mais c'est l'expérience que la marque va me présenter. Et ce mot-là, l'expérience, l'engagement, je pense que ce sont les deux maîtres mots de la relation client d'aujourd'hui et de demain. Alors typiquement, un maxing, c'est quoi? C'est typiquement cette capacité en fonction soit des transactions, donc je viens, j'achète dans un magasin, sur le social selling ou sur du site internet ou magasin, mais aussi à chaque fois qu'il interagit avec nous. Il a appelé le call center, il m'a suivi sur Instagram, il a liké ma dernière publication sur Facebook. Tous ces éléments-là, je vais donner un autre exemple très concret. On a des clients qui vont récompenser le consommateur parce qu'il a fait le déplacement. Juste ça. Le simple fait que j'ai décidé de vous rendre visite, c'est une preuve d'engagement vers vous. Et on peut choisir le canal, on peut l'identifier et on peut pouvoir retravailler sur cette relation topologique qui a été créée et mise en place. On a parlé aussi des invariants et des missions des marques. Alors c'est un socle très important, puisque finalement, ce qui va être important, ce qui va faire la différence, c'est que le consommateur se retrouve et se reconnaisse. Mais ça ne fait pas tout. Nous, on aime bien penser qu'aujourd'hui, en plus des variants et des missions qui sont figées, qui sont assez fixes, il va falloir quand même ramener une petite personnalisation, une petite contextualisation au consommateur qui est en train d'interagir avec nous. Ça peut être tout simplement en fonction de ses intérêts. Si je ne l'ai jamais vu en magasin, je ne l'ai jamais vu sur mon site internet, par contre, il est vachement actif sur mes réseaux sociaux. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire en prenant plutôt cet axe d'engagement qu'un autre. La même chose sur l'approche communautaire. Aujourd'hui, on a parlé d'engagement, on a parlé d'expérience client. Et l'approche communautaire et la gamification sont des maîtres mots. Aujourd'hui, il n'y a pas un nouveau programme de fidélité qui se met en place où le mot communauté n'est pas prononcé, où le mot engagement n'est pas prononcé. Et la communauté peut être différente en fonction des typologies de clients, de votre secteur et de votre cible. Ça peut être des partages de bons plans, comme ça peut être uniquement mettre en commun des avantages pour pouvoir s'offrir des expériences, je dirais, extra-business, puisque finalement, ce qu'on voit, c'est des amis qui vont se mettre en commun leurs points, leurs avantages et venir, in fine, s'offrir un laser game tous ensemble. Donc on va profiter en fait de notre proximité avec une marque, engendrer des avantages et bénéficier de cette expérience qui sera beaucoup plus intéressante pour ce client qu'une remise de 5 euros, de 10 euros sur un produit. Pourquoi je vous dirais que c'est très important? Je ne sais pas si vous connaissez Maya Angelou, une écrivaine américaine, qui disait que finalement les clients, les gens, ils vont oublier ce que vous leur avez dit, ils vont oublier ce que vous leur avez donné, mais ce qu'ils n'oublieront jamais, c'est l'expérience que vous allez leur procurer. C'est les sensations qu'ils vont ressentir finalement en interagissant avec vous. Donc encore une fois, ce qui va être clé dans ce monde qui change, c'est de orienter. Alors oui, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le prix reste important, les points de fidélité restent importants, les coupons, les vouchers restent importants. Mais ça, uniquement cet avantage pécunier, ça n'intéressera qu'une partie infime des clients. Il faudra ramener un peu plus d'expérience, ramener un peu plus de sensations, je dirais, et d'engagement avec votre client. Quand on a mis tout ça en place chez différents clients, on se rend compte qu'il y a pas mal d'axes d'amélioration et de ROI quasiment immédiatement. Les premiers, c'est aujourd'hui sur l'ensemble des parcs clients chez Maxing, on se rend compte qu'une fois qu'on a un engagement omnicanal qui récompense autre chose que uniquement de la transaction, on a un CA connu qui va être entre les 82 et jusqu'à 97%. Les clients vont utiliser leur carte de fidélité. C'est énorme. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'application que vous allez pouvoir en faire, mais d'avoir un chiffre d'affaires connu à hauteur de 80 à 90%, c'est savoir qui sont ces clients, qu'est-ce qu'ils consomment, qu'est-ce qu'ils achètent, à quelle fréquence, sur quel canal.
c'est une capacité à pouvoir retravailler cette promesse et cette personnalisation, je dirais, de ces invariants et de ces missions. Alors, encore une fois, là, c'est enfoncer des portes ouvertes, mais je pourrais vous donner des chiffres beaucoup plus précis que ça, notamment sur le coût d'acquisition d'un client quand on est dans un secteur, je dirais, traditionnel. Je ne parle pas du luxe, où là, on va être sur d'autres types de taux et de données. Mais clairement, un client qui est membre du programme de fidélité dépense entre 1,8 et 3,5 fois le montant que dépense un client non porteur de la carte. Je reviens sur quand on connaît 90% d'eux et qui consomment jusqu'à 3 fois plus. Enfin, voilà, vous avez la main mise sur la plus grande partie de vos consommateurs. Vous êtes capable de leur proposer des actions très ciblées. La fréquence moyenne, un client qui a un avantage a 4 fois plus de chances de venir en magasin que quelqu'un qui n'en a pas. Aussi bête que ça. D'ailleurs, c'est pour ça que dans un contexte inflationniste, on se rend compte que d'ailleurs, on remarque un shift des offres et des récompenses de l'immédiateté vers le différé. Alors c'est assez antinomique avec le côté crise, mais en réalité, ce qui va intéresser la marque, c'est surtout de les faire revenir. Donc, payez aujourd'hui le prix fort, mais par contre, la remise que je vous donne, vous allez pouvoir la réutiliser sur un autre panier, et ainsi de suite. Donc on va pouvoir travailler sur ce genre de mécanique. Les enseignes côté Maxing qui ont mis un programme de fidélité communautaire, engagement et omnicanal ont vu leur NPS augmenter de façon très significative. On a le cas d'un client international qui a déployé une nouvelle version omnicanal et dans cet état d'esprit-là, dans un de leurs marchés européens. C'est automatiquement, il a dépassé tous les autres pays où on est resté sur l'ancien programme de fidélité qui était très transactionnel. Ben on est passé à un taux de satisfaction qui a doublé. Et tout ça en 15 jours. C'est quand même assez impressionnant. Donc la synthèse et la genèse de tout ça, c'est que finalement, remettre le client au centre, c'est important, mais c'est surtout être présent là où le client est disponible, de lui ouvrir des points de contact pour qu'il puisse s'exprimer et de pouvoir le ramener facilement vers cette promesse initiale et vers les missions invariantes, tout en rajoutant une couche de personnalisation par-dessus. Et là où on a décidé de faire cette conférence avec Microsoft, c'est parce qu'on pense qu'aujourd'hui, le marché est mature. Le marché permet de tester. Aujourd'hui, un partenaire comme Microsoft va être capable de nous, par exemple pour Maxing, l'intérêt c'est d'être s'accompagner à l'international, de pouvoir faire monter des machines où on veut dans le monde rapidement, sans aucun problème. On a de plus en plus de points de contact qui arrivent vers Maxing avec l'explosion des IoT, avec l'explosion des mondes connectés, des assistants vocaux et autres. Il est important d'avoir une infrastructure, à la fois qui est facilement duplicable à travers le monde, scalable à volonté pour pouvoir absorber les chocs. Là, on sort d'un week-end de Black Friday. J'ai eu les résultats ce matin. Enfin, le monde socio-économique se porte plutôt bien, je pense. Enfin, donc voilà, donc il est important d'avoir ce genre d'infrastructure pour être capable de déployer rapidement. Et tout ça sans risque. Puisque finalement, encore une fois, faire des projets de test and learn, ben, ça se fait aujourd'hui beaucoup plus facilement et avec des coûts beaucoup moindre que ce qu'on avait à l'époque du on-premise et où il fallait mettre des serveurs en magasin et autres. Là, aujourd'hui, ouvrir un nouveau canal, dupliquer des instances, tester des nouveaux canaux et des nouveaux points d'accroche se fait très facilement. Donc aujourd'hui, le message qu'on aimerait porter, c'est vraiment cette idée de se dire il faut oser, il faut tenter, il faut s'adapter surtout à ce monde qui change. Oui, et donc dans cette dynamique, aujourd'hui, on a de plus en plus d'initiatives qu'on appelle de jumeaux numériques. C'est-à-dire qu'on l'a connu dans l'industrie, et ça descend dans les entrepôts. Aujourd'hui, ça arrive dans les magasins. Peut-être qu'on l'aura chez les particuliers bientôt. Le jumeau numérique, c'est de faire en sorte que son point de vente, sa galerie marchande, sa ville, on puisse l'avoir, que le physique puisse avoir son image dans le monde numérique. Grâce à ça, ça permet de mieux sécuriser les actions. Ça permet de piloter des informations physiques alors qu'on est dans le digital. Ça permet également d'informer quand on fait des choses dans le physique, dans le digital. Donc ça permet justement de créer une proximité adaptée à chacun des profils de clients. Comme Dany l'a bien précisé, aujourd'hui, on doit pouvoir faire en sorte que le client, quelle que soit son identité, puisse vous intégrer dans sa chaîne de valeur.
Et il va vous intégrer à travers son mobile en venant vous voir dans une galerie marchande, une borne, etc. Et donc de pouvoir piloter efficacement ses points de vente, ses agences commerciales, mais également son activité digitale et de les avoir parfaitement synchro, ça permet au consommateur d'avoir une marque, une proximité et les chemins qui lui correspondent pour interagir. Donc là, un sujet sur lequel on travaille étroitement, c'est effectivement amener les solutions de Maxime dans cet univers physique qui se digitalise, et notamment la notion de jumeau numérique. Tu n'as pas mis le mot, mais en fait, c'est ce qu'il y a derrière, hein, tout ce qui est IoT, etc. Et bien sûr, il faut que ça soit sécurisé, que ça réponde aux exigences des différents pays, que ça soit scalable, etc.